Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'émission, je reçois Claude Doiron, qui est sergent porte-parole pour la Sûreté du Québec, région Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-les-Îles. Bonjour. Oui, bonjour, bon matin. Merci. On sait la saison de la chasse bat son plein et ça vient avec toutes sortes de mesures de sécurité à prendre. Hein. Les gens se promènent avec des armes à feu notamment. On est en forêt, c'est des environnements moins familiers. Donc, on va parler de sécurité aujourd'hui. Alors, merci d'être parmi nous. Ça fait plaisir. Alors, tout d'abord, quand on va à la chasse, ça nous prend un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Ça vient avec des obligations. Donc, quelles sont ces obligations-là qu'on doit respecter en tant que propriétaire d'armes à feu? Ouais, c'est une excellente question en ce début de la période de la chasse au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Posséder un permis de possession d'armes à feu va avec des responsabilités parce que c'est un privilège. Hein? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un droit. On n'est pas aux États-Unis ici où les gens ont le droit de posséder des armes à feu enregistrées ou pas. Au Canada, ça ne fonctionne pas comme ça. Ici, posséder un permis de possession d'armes à feu, ça va avec des responsabilités qui sont, entre autres, dans la façon qu'on manipule l'arme à feu. Il faut toujours manipuler une arme à feu comme si elle était chargée. Même si elle ne l'est pas, on dit « Ah, ben, je viens de la vider ». Il faut toujours la manipuler comme si elle était chargée, c'est-à-dire qu'on ne la pointe pas vers un autre individu. Jamais, jamais, jamais. Également, au niveau du transport de l'arme à feu, les gens qui sont chasseurs le savent très bien. Ils ne peuvent pas transporter une arme à feu chargée à bord de leur véhicule. Les munitions doivent être mises à part de l'arme à feu comme telle. Et l'arme à feu doit être dans un étui en tout temps lorsqu'elle est transportée à bord du véhicule, bien sûr. On s'entend, c'est à bord du véhicule. Je parlais de comportement à risque lorsqu'on manipule une arme à feu. Il faut aussi s'assurer que lorsqu'on s'apprête à tirer sur une cible, que c'est une cible véritable et que ce n'est pas un être humain. Là. Il est déjà arrivé des incidents malheureux par le passé. On ne veut pas que ça arrive de nouveau. Donc, avant de tirer, de prendre la responsabilité de tirer avec une arme à feu, il faut s'assurer de la cible sur laquelle on s'apprête à tirer, justement, que c'est vraiment du gibier, que ce n'est pas autre chose. Donc, il faut que la cible soit assez près de nous pour qu'on soit capable de bien la distinguer. Absolument. Et raison de plus pour demander aussi aux gens qui s'adonnent au sport de la chasse de porter des vêtements visibles aussi pour chasser. On sait qu'à ce temps-ci de l'année, les journées sont plus courtes, commence à faire noir plus tôt en fin d'après-midi. Donc, il faut porter des vêtements adéquats et qui nous rend visibles. On le sait, hein, les gens se mettent des dossards rouges, des dossards oranges en période de chasse. Ça, c'est important de le faire là, pour bien s'identifier, pour être bien vu des autres chasseurs, entre autres. Exactement. Donc, il y a plusieurs précautions à prendre comme ça quand on a une arme à feu. J'imagine aussi, pendant le transport, il doit avoir des règles pour se déplacer avec une arme. Bien, on ne peut pas transporter. Lorsqu'on se déplace à pied en forêt avec l'arme à feu, c'est sûr qu'elle peut être chargée. À ce moment-là, on se déplace à pied, on est sur le territoire de chasse. Il faut toujours penser au cran de sécurité. Lorsqu'on ne s'apprête pas à tirer sur une cible, c'est important d'avoir le cran de sécurité qui est bien en fonction sur l'arme à feu. Mais alors qu'à bord du véhicule, il n'est pas question qu'on transporte une arme chargée là. Ça, il n'y en a pas question. L'arme doit être dans un essuie fermé et on la sort seulement quand on s'apprête à chasser. On ne peut pas chasser non plus à partir du véhicule non plus. Nos collègues agents de la faune en connaissent plus que nous sur ce champ d'activité-là, mais on le sait, hein, on ne peut pas chasser à partir d'un véhicule en mouvement. Ça, c'est interdit de le faire aussi. OK, parfait. Maintenant, on sait que, la chasse, ça c'est émotif. Il y a quelque chose de traditionnel là-dedans. Oui. Puis, il peut y avoir de temps en temps des altercations entre les chasseurs. Ça peut être quant au territoire de chasse, aux endroits à fréquenter, tout ça. Donc, afin d'assurer un bon respect là, entre les chasseurs, qu'est-ce qu'on peut adopter comme attitude? Ah ben, c'est une excellente question. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que chaque année, malheureusement, il existe des conflits entre chasseurs. Et ces conflits-là, c'est toujours, et presque toujours, je vous dirais, là, ça tourne toujours autour des secteurs de chasse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'approprier des terres publiques pour s'en faire des terres exclusives pour la chasse. Mais ça, c'est interdit de le faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un va installer un panneau, ici, 2 chasseurs à l'affût, que tout d'un coup, ce territoire-là lui appartient et qu'il n'y a plus personne qui peut circuler dans ce territoire-là. Ça, il n'y en a pas question. Ce sont des terres publiques, ça le dit, c'est public. Donc, il n'y a personne qui peut s'en faire une terre privée tout d'un coup parce que
monsieur, on comprend, là. Il a préparé sa place de chasse là, à l'automne. On comprend tout ça. Mais il n'est pas question que tout d'un coup, il devienne maître de ce territoire-là. Ce qu'on dit ici aux gens, c'est une question de respect entre chasseurs, d'entente mutuelle. Entendez-vous entre vous. Nous, on ne peut pas être en forêt continuellement, là. Mais nos collègues de la faune non plus. On ne peut pas être en forêt continuellement pour jouer aux arbitres, pour dire à partir de telle rivière jusqu'à tel endroit, mais c'est toi, Joe Blow, qui va chasser là, et de tel endroit jusqu'à tel endroit, c'est toi qui vas chasser. Non, nous, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas notre rôle de le faire, ce n'est pas notre mandat de le faire. C'est aux gens à s'entendre entre eux quant au territoire de chasse qu'ils comptent utiliser. C'est important de le faire. Parce qu'ici, là, il n'est pas question que de voir des gens, des chasseurs venir s'obstiner en forêt avec des armes à feu dans les mains. Ça, c'est grave, parce que ça peut être interprété comme étant une agression armée aussi. C'est des menaces, ça peut être une agression armée, ça peut aller jusqu'à là. Et commencer à s'obstiner avec une arme à feu chargée dans les mains, là, bien, on sent la menace. C'est dangereux, il y a un risque qui est là. S'il y a des gens qui sont victimes de tels comportements, eh bien, nous, on les invite à communiquer avec nous à la Sûreté du Québec et nous, on va intervenir. Et c'est certain que si on intervient, ça veut dire qu'il risque ici d'y avoir des arrestations d'individus, il risque d'y avoir des saisies d'armes à feu et les gens devront éventuellement se présenter devant le tribunal pour répondre de leurs actes également. Et ça, on ne veut pas que ça arrive. On veut que les gens s'entendent entre eux, puis puissent se parler et laissent la libre circulation aux gens qui veulent s'adonner au sport de la chasse. Si on est sur des terres publiques, tout le monde a le droit d'y circuler aussi. Donc, ça fait plusieurs règles de bienséance à avoir bien en tête là, quand on part pour la chasse. Mais au-delà de la sécurité avec les armes à feu, il faut aussi se préparer en cas d'imprévu. Hein. On est loin de la maison, on est loin de l'épicerie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer notre sécurité? Absolument. On parle de sécurité dans la manipulation des armes à feu, sécurité à la chasse. Mais vous l'avez dit, il faut aussi penser à sa propre sécurité également. Chaque année, et c'est déjà commencé, hein? Ça fait 3 jours que la chasse a débuté en Gaspésie. Déjà en fin de semaine, on a eu des interventions à faire pour des gens qui se sont égarés en forêt. Trop facile hein, pour des gens de l'extérieur de la région pour venir chasser sur nos territoires. Ce sont des terres publiques, je le disais, mais venir chasser chez nous en Gaspésie, tout d'un coup dire ben moi, je m'en vais chasser en Gaspésie. Je n'ai jamais mis les pieds là, mais il paraît que c'est le fun, puis il paraît que les chances d'abattre du gibier sont bonnes. Arrivent chez nous en Gaspésie, ne sont pas préparés, n'ont pas consulté la météo, et c'est ce qu'il faut faire. Avant de s'aventurer en forêt, il faut consulter la météo. Je regarde en Gaspésie, la météo est très changeante à ce temps-ci de l'année. Tout d'un coup, le matin, il peut faire beau soleil, en après-midi, il peut y avoir de la brume. On va perdre notre orientation à cause de ça. Donc, c'est important avant de s'aventurer en forêt, de consulter la météo et aussi de porter des vêtements en fonction de la météo qui est annoncée. Ça, c'est important de le faire. D'avoir des vêtements, s'il annonce de la pluie, par exemple, en après-midi, apportez avec vous des vêtements pour vous protéger de la pluie. Si vous vous égarez en forêt et que vous n'avez pas de vêtements adéquats pour vous protéger, là, c'est vos chances de survie là, qui en dépendent là, de tout ça. Est-ce pertinent de prévoir une trousse pour survivre quelques jours avec de la nourriture et tout ça? Oui, absolument. On le dit aussi. Vous vous aventurez en forêt, emmenez-vous quelque chose à boire, des provisions d'eau potable, des bâtons, par exemple, quelque chose pour vous alimenter, pour vous donner de l'énergie en cas de besoin. Si vous avez à vous déplacer sur de longues distances, vous pouvez tomber en manque d'énergie. C'est important d'avoir avec vous quelques rations qui vous permettraient de survivre quelques jours. Pas besoin de grand-chose, là. Quelque chose, par exemple, je le disais, des barres-tentes, par exemple, c'est quelque chose qui est facilement transportable. De l'eau potable dans des bouteilles, dans des gouttes, ça s'apporte facilement. Il faut prévoir ça. Quelque chose également pour faire du feu. En cas de besoin, vous voulez vous faire visible, faites un feu, faites brûler des branches. Nous, la fumée, on va le voir du haut des airs. Ça va nous alerter, ça va nous dire qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est la personne probablement que l'on recherche. Donc, quelque chose pour faire un feu aussi. Une petite trousse de premiers soins, pas besoin d'emmener la grosse trousse de la maison. Quelque chose pour soigner une plaie, par exemple. Une bande triangulaire aussi pour maintenir un membre immobile si on se blesse. Autre chose très importante qui fait que chaque année, il y a beaucoup de déplacements policiers. Ça, c'est une chose, là, mais aussi que ça amène beaucoup d'inquiétudes auprès des familles.
des chasseurs, c'est que les gens s'en vont à la chasse et omettent de dire l'endroit où ils comptent se rendre pour la chasse. Et finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'ils doivent revenir à la maison. Et ça amène beaucoup d'inquiétudes auprès des familles. Et ça va initier des déplacements d'équipes pour venir à la rescousse de ces chasseurs-là. Tout ça pour dire qu'avant de vous rendre en forêt, informez un proche de l'endroit où vous comptez vous rendre, l'heure du départ, le territoire que vous comptez explorer et l'heure que vous comptez revenir à la maison également. Apportez avec vous un téléphone cellulaire. Mais soyez conscient qu'en forêt, le téléphone cellulaire, ça a aussi une portée limite. Sous les arbres, ça ne fonctionne pas, le signal ne passe pas non plus. Et dans beaucoup de territoires dans l'Est du Québec, il n'y a carrément pas de signaux cellulaires qui fonctionnent. Donc, ça, ce n'est pas la première option non plus, mais apporter avec vous un téléphone cellulaire, c'est important de le faire. S'orienter en forêt, les gens s'égarent aussi en forêt, malheureusement, surtout les gens qui ne connaissent pas bien le territoire. On dit aux gens, avant de vous aventurer sur un territoire de chasse, peut-être vous appropriez ce territoire-là en regardant sur une carte topographique, où sont les cours d'eau, où sont les lignes de transport hydroélectrique pour vous aider à vous orienter, les montagnes, les plus hauts sommets. Regardez sur une carte avant de vous aventurer sur ce territoire, qu'est-ce qu'il y a sur ce territoire-là. Et idéalement, apportez avec vous cette carte, justement, carte topographique pour connaître les reliefs, les cours d'eau et tout ça. Et ceux qui sont un peu technologiques, un GPS. Ce n'est pas un outil qui coûte cher nécessairement. Vous pouvez acheter ça usagé. Un GPS, là, ça va vous aider à savoir en tout temps où vous êtes situé en forêt. Mais on le dit aussi, il y a des gens qui ont eu des surprises avec des GPS parce qu'à un moment donné, ils l'utilisent en forêt, ils s'aperçoivent que les piles sont à plat ou ne se souviennent pas complètement comment utiliser cet outil-là, qui est pourtant très utile. Donc, avant d'emmener avec vous votre GPS, assurez-vous que les piles fonctionnent encore. Portez avec vous des piles de rechange, si possible, et vous réappropriez également le fonctionnement du GPS et d'une carte et boussole. Beaucoup de gens aussi savent se servir d'une carte et boussole. Donc, de vous réapproprier ces outils-là qui peuvent vous aider à sortir du pétrin en cas de besoin. Alors, maintenant, un dernier petit point qui peut être intéressant de connaître. Si les gens ont des inquiétudes pour un proche qui est parti avec une arme à feu, pour différentes raisons, pour sa sécurité à lui ou à elle ou la sécurité des autres, il existe une ligne où on peut téléphoner. Absolument, il existe la ligne téléphonique. J'ai un doute, j'appelle. C'est la ligne 1-800-731-4000. Ça, c'est pour les gens qui sont détenteurs d'armes à feu et qui peut-être, à un moment donné, sont dans une période difficile de leur vie. Il y a des gens qui sont au courant de cela. On le sait, là, il y a des gens qui vont s'enlever la vie avec des armes à feu, puis on veut pas que ça arrive. On veut prévenir ces cas-là. Donc, c'est des gens qui savent qu'il y a des gens de leur entourage qui vivent une période difficile et qui sont possesseurs d'armes à feu. Puis qu'ils ont des craintes là, pour leur santé, pour leur sécurité. Ils peuvent appeler sur cette ligne-là et où, bien sûr, tout renseignement obtenu est recueilli de façon strictement confidentielle. Et là, nous, du côté des policiers, on va intervenir délicatement et on va s'assurer de retirer les armes à feu à la personne qui en est possesseur, le temps que sa situation se stabilise, quoi. Simplement dans un but préventif. C'est important de le faire. Chaque année, il y a des gens qui appellent sur cette ligne-là. Ils disent, moi, mon frère, mon oncle, j'ai un ami qui est chasseur, je sais qu'il possède des armes à feu, puis j'aime pas ça, ils viennent vivre une séparation, puis il y a eu des mots difficiles la semaine passée, puis on a peur pour sa santé, sa sécurité. Appelez sur la ligne, j'ai un doute, j'appelle. Nous, on va s'occuper du reste. Bien sûr, je le disais, c'est anonyme. On va s'occuper d'enlever les armes à feu pour une période donnée, le temps que la situation se stabilise, comme je le disais. Mais les armes à feu sont vraiment juste entreposées à part au niveau du poste de police. Puis par la suite, la personne, lorsque la situation est revenue à la normale, avec un billet médical, un rapport médical va pouvoir récupérer ses armes à feu. Donc, cette personne-là ne sera pas traitée comme une criminelle, en fait. Non. C'est pour l'aider par rapport à sa santé mentale. Absolument pas. C'est une personne que nous, on va traiter dans le plus grand respect, dans le sens qu'on est très conscient, les policiers sont très conscients que c'est une personne qui est dans une période difficile de sa vie. Et c'est simplement pour une question de sécurité. Pour cette personne-là, également pour ses proches aussi, là, lorsqu'il arrive une situation difficile, qu'on a
des craintes que la personne puisse utiliser l'arme à feu contre elle-même ou contre autrui, hein, bien sûr, bien, appelez cette ligne-là. On va s'occuper de venir ramasser les armes à feu en cas de besoin. Est-ce que vous avez le numéro sous la main? Absolument. Donc, je le répète, c'est le 1-800, le 731-4000. On fait l'option 1 ou l'option 2. Puis, par la suite, bien sûr, je le disais, hein, je le répète, c'est toujours anonyme. Vous n'avez même pas besoin de vous nommer. C'est quelqu'un qui va vous répondre. Alors, cette ligne-là est offerte en tout temps. C'est 7 jours par semaine. Puis, c'est offert aussi en dehors de la période de la chasse. Absolument. Alors, cette ligne-là est utilisée en tout temps de l'année, même à l'extérieur de la période de la chasse. Parfait. Maintenant, en terminant, juste pour clarifier un peu le mandat de la Sûreté du Québec, on sait qu'il y a beaucoup d'intervenants autour de la période de la chasse. Il y a la Sûreté du Québec, il y a les gardes-chasse aussi. Quelle est la différence là, dans vos rôles? Oui. Mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les agents de conservation de la faune sont des agents de la paix. Comme nous, les policiers, nous sommes aussi des agents de la paix. Alors, nous, on a notre réglementation que l'on applique. Les agents de la faune appliquent leur réglementation. Nous, en forêt, ce que l'on fait, on l'a fait entre autres en fin de semaine ici, là, du côté de Gaspé, Tchana, Grande-Rivière, on a fait des interventions en forêt avec nos collègues de Contrôle routier Québec et où on va vérifier, on va s'assurer que les gens, d'abord, sont possesseurs d'un permis d'arme à feu, qu'ils ont le droit de manipuler, d'avoir avec eux des armes à feu. Et ça, c'est le genre de choses que nous, on regarde au niveau des armes à feu, l'entreposage, le transport. Nous, on regarde ça. On s'assure également que les gens qui se déplacent en forêt, que ce soit avec des VTT, avec des véhicules tout-terrain, peu importe, mais ne sont pas sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue, sinon d'une combinaison des deux non plus. Parce que pas parce qu'on est en forêt que tout d'un coup, tout est permis. Alors, vous êtes en possession, vous êtes en contrôle d'un véhicule routier, que ce soit un VTT, que ce soit une automobile, une camionnette, peu importe, la loi continue à s'appliquer. Le code criminel continue à s'appliquer. Nous, on va regarder ça. Si les gens ne sont pas sous l'effet de l'alcool, comme je le disais également. Et aussi, à l'occasion, on va intervenir lorsqu'il y a des conflits entre chasseurs. On ne veut pas le faire. On veut que les gens s'entendent entre eux, je le disais un peu plus tôt. Mais à l'occasion, malheureusement, on a fait des interventions en forêt et même procédé à des arrestations à l'occasion. Alors que nos collègues de la faune, eux, vont s'occuper de la réglementation sur la faune, que les gens chassent en respectant les territoires de chasse, par exemple, qui leur sont attribués. Qui s'appellent le bon type de gibier, par exemple. Le bon type de gibier, qui ont les bonnes armes à feu pour la chasse aussi, qui chassent aussi aux heures qui sont permises aussi pour le faire. Ça, c'est le genre d'intervention que les gens de la faune vont faire. Souvent, nous, on va faire des interventions conjointes ou des opérations conjointes en forêt avec nos collègues de la faune là, pour s'assurer que le sport de la chasse, qui est un beau sport, pratiqué de façon familiale, de plus en plus de dames également qui sont chasseurs, chasseuses, si on peut dire, ça donne aussi à ce sport-là. Bien, nous, ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien chaque année pour les gens que ça donne au sport de la chasse dans nos régions. C'est la raison pour laquelle on fait des interventions en forêt. On l'a fait en fin de semaine, on se déplace, nous, à bord de VTT, on se déplace sur les territoires de chasse, nous sommes clairement identifiés. Alors, on va aussi à vos rencontres, on va discuter avec vous. Vous avez des préoccupations à ce moment-là, gênez-vous pas, venez nous rencontrer, nous sommes là, nous sommes présents durant toute la période de la chasse. On a des agents policiers, agents de la faune qui se déplacent en forêt, venir à vos rencontres pour s'assurer que ça se passe bien pour tout le monde. Très bien. Donc, Claude Doiron, sergent, porte-parole pour la Sûreté du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.